Quelques conseils pour l'épreuve de lundi concernant la méthode de la dissertation de philosophie. Une des choses les plus importantes en fait dans la dissertation, c'est exactement comme dans l'explication de texte, c'est la problématisation. Vous devez rendre compte d'un problème. Dans une explication de texte, vous le savez, vous avez la réponse de l'auteur à une question qu'il s'est posée, et cette question fait problème. D'accord? Vous avez la thèse de l'auteur, vous arrivez à identifier la question que lui-même s'est posée, ce à quoi il répond, et vous devez expliciter ce en quoi cette question faisait problème. Dans la dissertation, la question vous est donnée, vous devez expliquer l'ensemble des difficultés qui empêchent de répondre de manière évidente à cette question. Et c'est ça le problème. La problématique, c'est quoi? C'est expliqué en 4 lignes, enfin 3-4 lignes, pourquoi cette question cachée des difficultés et comment s'organisent ces difficultés. Donc la problématique, c'est l'ensemble des problèmes qui empêchent de répondre de manière évidente, oui ou non, à une question qu'on vous a posée. D'accord? Alors parfois, la question qu'on vous pose est elle-même porte en elle-même le problème, c'est-à-dire que c'est une condensation du problème. Vous devez déplier et expliciter ce qu'elle condense comme problème. Certaines autres questions, ça se voit même pas le problème. Donc je prends un exemple dans lequel on le voit très bien. Changer, est-ce devenir quelqu'un d'autre? Changer, est-ce devenir quelqu'un d'autre? On sent tout de suite que cette question s'annonce comme philosophique, elle semble, entre guillemets, tordue, et pour cela, vous êtes vigilant et vous voyez bien, vous êtes capable en général de repérer qu'il y a une difficulté et plus ou moins bien arriver à dire quelle est cette difficulté. D'autres fois, vous passez à côté. Vous passez à côté, on vous pose la question, faut-il respecter le vivant? Faut-il respecter le vivant? Et là, vous avez envie de dire, bah ouais, ou en espagnol, obvio. Et ce faisant, en fait, vous ratez le problème. Vous voyez pas en quoi il y a quelque chose, une difficulté cachée. Dans le cas du vivant, c'est qu'il n'y a pas du tout unité du règne du vivant. Il y a des choses dans le vivant qui sont des fleurs, des végétaux, pourquoi pas même aussi des bactéries. Il y a des animaux comme les insectes, et puis il y a aussi les hommes. Donc est-ce qu'il faut respecter un cafard, une araignée comme on respecte un enfant? Si on respecte tout le vivant de manière univoque, on va avoir des soucis. Donc il y a d'un côté, il y a une opposition de principe qui va s'opposer, qui va apparaître, entre un principe qui dit, d'une part, il y a bien une nécessité de respect pour des raisons à la fois d'écologie et de bioéthique, quelque chose de sacré dans la vie, qui serait le principe 1, et puis le principe 2 qui dirait, mais non, mais l'homme est un être à part dans tout le vivant, on ne peut pas de manière univoque respecter tout le vivant, sans par là même enlever toute teneur à la notion de respect. Et donc les deux principes s'opposent, et ce qui fait que la question faut-il respecter le vivant, eh bien, elle n'est pas si simple. On croyait qu'elle était simple, elle n'était pas simple. Et là, on a bien problématisé en opposant les deux principes. Cette opposition des deux principes, c'est d'ailleurs ce qui figure dans votre introduction en deuxième partie, au moment où vous exposez la problématique. Je reviens donc à la question changer, est-ce devenir quelqu'un d'autre? Vous avez d'un côté l'idée que le changement, c'est bien un passage d'un état à un autre, donc on est différent lorsqu'on a changé. Et de l'autre côté, l'autre principe, c'est que pour pouvoir dire d'une chose ou de quelqu'un qu'il a changé, il faut bien supposer son identité. Quand on dit à un enfant qui est devenu grand, ah, qu'est-ce que tu as changé? On suppose bien que c'est le même enfant. Donc pour pouvoir changer, il faut être le même. Et donc là, il y a deux principes qui s'opposent, et quand vous arrivez à expliquer cette difficulté-là, vous avez posé une problématique, laquelle en fait va structurer après votre plan. Vous devez aussi, dans une question, lever les présupposés. Ça, vous le faites peut-être moins souvent. Qu'est-ce qu'un présupposé? Si je vous dis, est-ce que vous avez arrêté de battre votre mère? Est-ce que vous avez arrêté de battre votre mère? Vous voyez très vite que vous ne pouvez pas répondre à cette question, puisque si vous répondez oui, vous avez arrêté de battre votre mère, et donc vous dites par là que vous la battiez avant. Si vous dites non, je n'ai pas arrêté de battre ma mère, vous dites par là que vous continuez à la battre. Et donc, ma question est ainsi posée qu'elle présuppose des choses qui rendent quasiment impossible de répondre de manière saine à cette question. Sauf si, évidemment, vous battez votre femme, votre mère, je ne sais plus quel exemple j'ai pris. Vous voyez bien que
Parfois, une question philosophique va recouvrir elle-même un présupposé. Si on dit comment intéresser les jeunes de banlieue à la culture. C'est pas tout à fait une question philosophique d'ailleurs, mais c'est une question qui prend des notions philosophiques, mais qui serait pas forcément un sujet possiblement au bac. Peut-on intéresser les jeunes de banlieue à la culture? Alors, de quels jeunes de banlieue on parle? On suppose qu'on est en France ou pas? Banlieue parisienne? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça présuppose pas une homogénéité, voire même un préjugé sur les jeunes de banlieue? Un préjugé qui viserait finalement une population d'origine immigrée, qui par là même n'aurait pas accès à la culture. Et puis quelle culture? La culture, ça veut dire il existe une et une seule culture. De quelle culture parle-t-on? Donc vous voyez que cette question elle est pleine de pièges parce qu'elle est pleine de présupposés et votre travail dans une question, face à une question comme ça serait de lever les présupposés. Vous devez aussi déterminer les enjeux. Qu'est-ce que c'est un enjeu d'une question en philo? Eh bien c'est ce qui découle comme conséquence pratique ou même comme conséquence théorique parfois du fait d'adopter ou non une thèse face à une question posée. Donc si vous dites, posons la question, tiens, l'embryon est-il une personne? L'embryon est-il une personne? Vous voyez bien qu'ici, il y a peut-être un problème philosophique qui est de celui de savoir à quel moment la personne apparaît, puisqu'au départ il y a des gamètes, ensuite il y a une fécondation de l'ovule et d'un spermatozoïde, un développement d'un embryon, puis d'un fœtus, jusqu'à la naissance du bébé, et donc on a un problème de limite pour savoir à quel moment on peut commencer à parler de personnes humaines. Eh bien, cette question, l'embryon est une personne, certes, elle repose un problème métaphysique derrière, sur le statut, pour savoir quand apparaît la personne, et puis elle a surtout un enjeu double, qui est un enjeu moral et un enjeu juridique qui est lié à la question de l'avortement. Hein, puisque si l'embryon est reconnu comme personne à part entière, effectivement, on ne doit pas pouvoir avorter, puisque ça semblerait la suppression d'une personne. C'est-à-dire que fonder le droit à l'avortement, c'est aussi partir du principe que l'embryon n'est pas une personne. Hein. Donc face aux questions du sujet, prendre le temps de bien choisir, vous avez le choix entre deux dissertations, un texte, prendre vraiment le temps. On a souvent des élèves des candidats qui vont trop vite. Repérer les notions au programme en jeu. Alors parfois, justement, vous pourriez ne pas choisir un sujet. Vous pourriez ne pas choisir un sujet parce qu'il ne vous inspire pas et vous avez l'impression que vous savez rien dessus. Alors qu'en fait, c'est un sujet extrêmement ouvert où vous pourriez parler presque de tout le programme au sein de ce sujet-là. Pour cela, je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir penser à des points forts que vous avez, des références, des textes qui pourraient tout à fait s'insérer dans votre sujet, moyennant le souci de coller au sujet, de ne pas être hors sujet. Donc ça, je vais vous expliquer tout de suite après comment faire. Faites bien attention aussi à la forme de l'énoncé. Quand je dis de repérer les notions au programme en jeu dans l'énoncé, il y a les notions explicites puis il y a les notions implicites, mais il y a aussi la forme de l'énoncé. Souvent, là encore, les élèves font pas assez attention. Quand vous avez un peut-on faire ceci ou cela, faut-il faire ceci ou cela, ce n'est pas la même question. Peut-on et faut-il. Vous avez notamment tout un travail à faire sur cette forme, sur la logique de la question. Enfin, vous devez aussi porter une attention particulière aux mots qui figurent dans la question de la dissertation, mais qui ne sont pas directement repérés comme philosophiques. Hein, vous avez par exemple le mot, si je vous dis exercer son autorité, est-ce contraindre? Le mot exercer doit être travaillé. Exercer son autorité, c'est pas pareil que avoir de l'autorité. Le mot exercer renvoie à l'exercice, par exemple. Et donc, par expérience, ce genre de mot n'est pas travaillé par les élèves et ça vous fait des fois faire des hors-sujets ou de pas bien coller au sujet. Je me rappelle notamment un sujet qui est tombé il y a pas longtemps, c'était « Faut-il faire l'éloge du travail ?» Faut-il faire l'éloge du travail? Et là, vous avez des candidats, ou massivement, qui ont traité la question est-ce que le travail c'est positif ou c'est pas positif? Eh bien, c'est pas le sujet, parce que l'éloge, qu'est-ce que c'est un éloge? C'est un discours positif, un discours laudatif, un discours qui dit du bien d'eux. Donc, faut-il avoir un discours qui dit du bien du travail? Voilà la question. Autrement dit,
votre sujet de dissertation, c'est le lien entre le discours et le travail. Ce n'est pas un sujet sur le travail. Donc je vous explique ça sur un autre exemple. Prenons un exemple. On voit ici un sujet de dissertation, peut-on vivre sans culture? Et l'une des premières des choses à observer, c'est qu'il y a une matrice en peut-on. Hein, c'est très fréquent pour les sujets du bac, vous avez souvent des questions qui commencent par peut-on. Et là, il faut bien distinguer au niveau de la forme deux sens du peut-on, puisque on a d'un côté, est-ce que c'est théoriquement possible, hein? Est-il théoriquement possible de vivre sans culture? Et puis, une autre question, c'est est-ce que c'est souhaitable? Hein, c'est pas la même question. Si je dis par exemple, est-ce qu'on peut greffer la tête d'un humain sur un autre humain? Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que c'est possible en théorie? Et est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est moralement bien? Est-ce que c'est éthiquement convenable? Et ça, c'est pas du tout la même question dans les deux. Hein, vous pourriez tout à fait dire qu'on peut greffer la tête de quelqu'un sur quelqu'un d'autre au sens théorique, mais on ne peut pas au sens où c'est pas moral. On pourrait même faire la distinction, et je le rajoute, entre ce qui est techniquement possible et ce qui est théoriquement possible. Sur l'histoire de la tête, on sait que vu que la tête est un organe, en théorie c'est possible de le greffer sur le corps d'un autre. On ne sait pas si c'est techniquement possible, si vu l'état actuel de la médecine des greffes, la personne serait viable. Donc je sais qu'une expérience devait être tentée prochainement. J'ai pas revu sur internet si cette greffe de tête avait eu lieu, mais sur des animaux, ça a déjà été tenté. Donc la question quand on voit ça, c'est assez dégoûtant. On peut se demander si est-ce que c'est souhaitable, où va l'humain? Et vous voyez bien que la question peut-on greffer une tête, elle a trois sens. Donc ici c'était peut-on vivre sans culture? Et du coup, est-ce qu'on peut théoriquement ou techniquement vivre sans travail, par exemple, parce que le travail est un phénomène culturel? Sans cultiver la terre? Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est possible théoriquement? Et puis, il y a une autre question, c'est est-ce que c'est souhaitable de vivre sans culture? Ou peut-être là, on entendrait plutôt la culture au sens 3, par exemple, qui serait le développement individuel au contact des œuvres et des humanités. Est-ce qu'on peut vivre sans les livres, sans les arts, sans tout un tas de choses qui font partie du domaine culturel? Et là, vous voyez que c'est pas la même question. Donc, quelqu'un qui raterait la forme, il passerait à côté d'une dimension. Si votre sujet a une autre forme qu'une forme en peut-on, comme par exemple doit-on, pensez à l'idée de devoir. A-t-on le devoir de? Doit-on toujours dire la vérité? Dire la vérité est-elle toujours un devoir? Devoir. Comme ça, vous pensez à la notion au programme de devoir, le devoir moral, et vous pouvez grossir un petit peu votre dissertation. Il y a la notion, il y a les approches en faut-il. Faut-il? Donc pensez à de temps en temps passer à est-il nécessaire de? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est nécessaire et suffisant? Et nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être, par exemple. Toute blablabla est-il blablabla? Par exemple, toute inégalité est-elle injuste? Tout pouvoir est-il nécessairement contraignant? Et là, je mentionne cette forme logique-là parce que souvent vous formez mal l'antithèse. L'antithèse de dire que par exemple toutes les inégalités sont injustes, c'est de dire qu'il existe certaines inégalités qui ne sont pas injustes. À la négation logique d'un énoncé universel comme tous les politiciens sont des pourris, c'est il existe au moins un politicien qui n'est pas pourri. Donc si vous faites un plan en thèse-antithèse, ne vous trompez pas sur la structure de l'antithèse. Enfin, si vous avez un sujet qui n'a aucune modalité, la modalité c'est les mots en est-ce que c'est possible, est-ce que c'est nécessaire, vous avez par exemple le malheur est-il injuste? Pensez à rajouter le malheur est-il nécessairement injuste? De manière à éviter les plans du type oui, ben, des fois oui, il y a des cas oui, et puis il y a des cas non. Ce qui n'apporte pas grand-chose à la réflexion de celui qui vous lit. En revanche, est-ce que le concept d'injustice est nécessairement impliqué dans le concept de malheur? Là, c'est une réflexion plus philosophique. Une fois le travail effectué sur la forme, vous pouvez vous intéresser au contenu. D'abord par simplement un travail linguistique avant de faire un travail plus conceptuel. Vous travaillez sur les synonymes, les termes voisins, les antonymes. En fait, quand je dis synonymes, il y en a très rarement en philo. On est plutôt sur des termes connexes, voisins.
des opposés. Et une fois que vous avez cartographié tout ça, vous pourrez après vous exprimer dans votre devoir. Vous faites aussi des variations grammaticales, c'est-à-dire si vous avez un verbe, vous passez au nom, vous passez aux adjectifs, et vous cherchez aussi des expressions utilisées qui contiennent les mots, des usages, pour essayer de voir un peu à quoi renvoie le champ des mots que vous utilisez avant que de pouvoir les définir plus conceptuellement. Donc là, dans notre cas, on a peut-on vivre sans culture, vivre, vivre, mourir, mourir, exister, exister, être. Peut-on être sans culture? Peut-on être une personne si on n'a pas de culture? Est-ce qu'on meurt si on n'a pas de culture? Ben, pas vraiment. Enfin, ça dépend. La culture au sens 3, pas forcément, mais si la culture, c'est la capacité, par exemple, à cultiver un champ, à travailler, peut-être que la mort biologique est même possible sans culture pour l'homme. Vie, mort, existence. Donc là, vous passez au sens nominal. Vous aviez le verbe vivre. Vivre au niveau nominal, ça fait vie. Vie, mort, existence. Au niveau adjectival, vie, vivant, vivant, mort. Donc vous avez là un réseau qui après qui va être utilisé au niveau de la rédaction et qui peut même en amont vous donner des idées, des champs qui peut préorienter votre travail de problématisation aussi. Le mot culture, culture s'oppose à nature, en nature ici se présente du coup comme un antonyme. Culture peut être synonyme, en tout cas un terme voisin c'est celui de savoir ou celui d'éducation. Ça peut être aussi la société. Au niveau adjectival, culture, cultiver. Et du coup, cultiver a pour antonyme inculte. On peut aussi utiliser comme terme qui contraste le terme naturel, tout simplement. Enfin, si cultiver c'est quelque chose qui est artificiel, naturel va s'opposer à cultiver. Et puis l'adjectif social. Et enfin, je parlais d'expressions utilisées qui contiennent les mots. Vous pouvez comme ça prendre un usage de quelqu'un qui dit la littérature, c'est ma vie. Hein, je pense à un écrivain algérien, j'ai trouvé cette phrase. Enfin, ça se dit souvent, ça, la musique c'est ma vie, ou je ne peux pas vivre sans musique. Et un autre usage, métro, boulot, dodo, c'est pas une vie, c'est la phrase des Parisiens qui, coincés dans les transports en commun, vont au travail en transport en commun, travaillent et quand ils rentrent, ils dorment. Et ben ça, du coup, c'est pas une vie en tant qu'elle vaut d'être vécue, c'est pas un bios, c'est juste une survie, et donc c'est pas une vie. Vous voyez que ce travail peut déjà préorienter une réflexion, laquelle va se préciser ensuite au niveau conceptuel. Il faut ensuite faire un travail un petit peu plus conceptuel, où on s'intéresse maintenant aux notions, on essaie de repérer les notions philosophiques qui sont en jeu dans notre sujet, à commencer par celles qui sont explicites et celles qui renvoient explicitement au programme. La première qui saute aux yeux, c'est évidemment celle de culture, mais l'erreur serait de dire, tiens, le sujet de bac cette année, c'était un sujet sur la culture. Pourquoi ce serait une erreur? Car très souvent, il y a deux notions, voire trois notions dans le sujet, et que ce qui fait sujet, ce n'est pas une des notions, c'est le lien entre ces notions. Et ici, il y a un lien avec quoi? Il y a un lien avec, on a un verbe, vivre, qui renvoie à la vie, qui renvoie à la notion au programme, le vivant. Le vivant. Mais pas seulement, puisque si on parle de culture, on a tendance à penser au vivant humain, donc peut-être à la notion de sujet en tant que tel. Mais en tout cas, au départ, on a un lien entre les deux, et ce lien, c'est la flèche rouge qui le montre, à savoir, il faut que, quoi qu'on dise sur notre sujet, ça fasse le lien entre vivre, le vivant et la culture. Sinon, on risque d'être hors sujet. On pourrait dire des choses absolument passionnantes sur la culture, sans que pour autant on traite la question qui est peut-on vivre sans culture. Toutefois, on peut évidemment parler d'autre chose que ce qu'il y a dans ces deux notions, tout sous réserve que on arrive à le relier aux deux notions, que ça fasse un triangle d'une certaine façon, qu'on arrive à boucler la boucle, et vous le voyez dans vos paragraphes. Il faut que, lorsque vous parlez d'autre chose que les notions directement en jeu dans la question, vous puissiez boucler sur les notions qui sont explicitement dans la question, pardon. Donc ici, imaginons que j'ai envie de parler d'art.
on a vu tout à l'heure la phrase je peux pas vivre sans culture, ou sans art, pardon. L'art, c'est toute ma vie, ou la littérature, c'est toute ma vie. Qu'est-ce à dire? Eh bien, là, il faut pouvoir expliquer dans un paragraphe. On serait plutôt sur l'antithèse. D'ailleurs, enfin, peut-on vivre sans culture? Non, on ne peut pas vivre sans culture si par vie, on entend une vie pleinement accomplie. Bios, et non pas zoé. Bios, c'est-à-dire la vie en tant qu'elle est humainement vécue, en tant qu'elle suppose l'accomplissement, la liberté, le bonheur, tout ce qui fait qu'une vie humaine a du sens. À ce moment-là, certains pourraient affirmer que l'art est ce qui donne du sens à la vie, il permet à l'homme d'avoir une pleine conscience de sa condition et permet de se sortir de la condition simplement de la survie animale. Autrement dit, la culture, au sens de culture artistique, est quelque chose qui fait de l'homme un être à part entière et qui fait qu'il est vivant au sens plein, et donc on ne peut pas vivre sans culture. Vous voyez que dans le développement suivant, j'ai bien fait le lien entre les trois notions que l'on voit à l'écran, vivre, vivant, culture et art, en utilisant par ailleurs la distinction conceptuelle entre bios et zoé. Imaginez, et là c'est ce que je viens de faire aussi avec la notion de sujet, que je pense à sujet, la conscience, l'inconscient, tout ce bloc-là. Donc je peux importer dans un sujet qui me semblait apparemment concerner le cours sur la culture, je sais plein de choses qui sont dans mon cours sur le sujet. La question est, est-ce que je vais pouvoir les intégrer de manière à avancer sur ce sujet précis et à faire preuve de culture philosophique, avoir un plus large panel de références au service de mon sujet? Eh bien, il y a la notion de conscience, par exemple. Je peux penser à Pascal, tiens, l'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. La pensée, notamment que l'homme va mourir, le fait que l'homme pense sa propre mort, il est capable ainsi de dépasser, d'être distinct dans le règne de tout le vivant. Ainsi, la conscience est fait de l'homme un être à part parmi tout le reste du vivant, ok? Et cette pleine conscience de ce qu'il est, la culture l'aide à avoir pleine conscience de ce qu'il est. On peut penser, bon ça j'aurais pu prendre l'exemple tout à l'heure pour l'art, à ces tableaux que sont les vanités. L'homme qui entrevoit sa propre mort dans des vanités, les tableaux qui montrent le temps passé, est capable ainsi de se penser comme un être spirituel et non pas simplement naturel, et le sujet est pleinement humain en tant qu'il est culturel et non pas simplement naturel. Par ailleurs, le sujet humain a ceci de propre qu'il transmet à ses enfants autre chose que de l'hérédité biologique. D'accord? Et là j'utilise la notion nature-culture. L'être humain transmet à ses enfants un patrimoine culturel, un héritage culturel, non pas simplement une hérédité biologique. Et c'est ce qui est le propre de la vie humaine, qui permet le progrès notamment. Donc vous voyez comment dans ce dernier mouvement, je viens de lier la vie, le vivant, notamment le vivant humain, à la culture et à la notion au programme qui est le sujet et la conscience. Donc je ne suis pas hors sujet, puisque j'ai bien fermé mon triangle. Supposons maintenant que l'on parle de la notion de liberté. Qu'on ait envie de importer des choses que l'on sait sur la liberté, et ça peut sembler pertinent dans le cadre de ce sujet. Donc on pense à toutes les références que l'on a, hein, je sais pas, pourquoi pas Descartes, Lettre à Elisabeth sur le libre arbitre, Spinoza, le déterminisme, enfin on a, ou Sartre, ça serait très très bien là-dedans. Enfin, on a tout un tas de références. La question n'est pas de savoir si on en a ou pas, la question c'est est-ce qu'on va faire ou pas du hors-sujet. Comment on va faire pour utiliser nos références de manière pertinente dans le cadre de ce sujet qui demande de mettre en lien la question du vivant ou de la vie et la question de la culture. Alors, le lien entre la culture et la liberté, c'est que si l'homme était un être simplement naturel, il serait comme les objets physiques soumis au déterminisme, mais l'homme est un être culturel, doté d'un libre arbitre, c'est-à-dire la faculté de choisir entre deux options différentes sans que ce choix ne soit déterminé de manière naturelle. Ce faisant, contrairement au reste du vivant, il n'agit pas par instinct, mais par liberté, et il peut se donner des buts qui font que sa vie vaut d'être vécue. Donc là encore, j'ai fait le lien entre vie, liberté, culture, et je peux insérer là des notions que j'ai vues par ailleurs dans d'autres parties de cours que celui qui était du cours sur la culture.
Je peux penser aussi à la notion de droit. Là, j'ai pas développé à l'écran, mais la notion de droit qu'on a vu dans le cours sur la culture fait de l'homme un être à part par sa dignité, et en ce sens, il est pas juste un être biologique, hein, il est un être spirituel. La notion de désir, tiens, c'est une autre notion au programme. L'homme est un être de désir et pas simplement d'instinct. Et qu'est-ce que c'est le désir? Eh bien, finalement, c'est une tendance à rechercher un objet ou quelque chose ressenti comme un manque, mais le désir lui-même est culturellement déterminé. C'est-à-dire, c'est pas un pur besoin naturel. Le désir introduit des notions spirituelles où la représentation de la chose comme manquante introduit des notions qui sont, pourquoi pas le langage, qui sont la société qui va préorienter ce que l'on désire. Et ce faisant, vous voyez bien que dans un sujet de dissertation, peut-on vivre sans culture? Il doit être possible de parler du désir, puisque la vie humaine suppose le désir, et que le désir est constamment compénétré par la culture, et donc vivre pour l'homme, si vivre pour l'homme c'est désirer, à ce moment-là, la culture intègre toutes les parties de la vie humaine. Là encore, j'ai fait le lien entre les trois notions. Donc la question, quand vous essayez d'élargir votre champ, notamment en essayant d'introduire vos points forts, la question n'est pas de savoir si ça parle ou pas des thèmes qui sont dans le sujet, c'est est-ce que vous arrivez à dire quelque chose qui va vous permettre de faire une avancée sur la question précise qui vous est posée. Dans ce que je viens de faire, finalement, j'ai montré comment on pouvait intégrer l'ensemble du programme parfois, enfin pas l'ensemble, mais en tout cas une partie de notions de programme qui ne figure pas directement, explicitement dans le sujet, pour en faire des parties. Bien entendu, n'oubliez pas, mais ça vous avez l'habitude, d'analyser votre sujet. C'est la première des choses à faire et je vais y revenir. C'est-à-dire vous avez un brouillon dans lequel vous partez de la question et vous essayez par une série d'analyses, de définitions, d'ouvrir le sujet. C'est comme si le sujet c'était un point et vous ouvrez pour arriver au maximum à pouvoir intégrer des choses dans votre devoir. Mais vous avez aussi en parallèle un autre brouillon dans lequel vous pouvez imaginer, d'une certaine manière, scanner votre programme de l'année et vous dire comment telle ou telle notion pourrait s'intégrer de manière pertinente dans ma réflexion. C'est ce qu'on vient de faire ici. Hein, c'est-à-dire qu'on a pris par exemple la notion de sujet et on a essayé de voir comment elle pouvait s'intégrer à une réflexion sur l'homme peut-il vivre sans culture. On a pris la notion de culture elle-même, hein, on l'a analysée. On a pris la notion de vivant. Hein, on peut là encore piocher des choses qu'on a vues sur le cours sur le vivant ou sur la matière et l'esprit, hein, puisque si le sujet humain a une vie, il vit comme esprit, il ne vit pas simplement comme répétition de sa matière. On a la liberté, qui est dans le bloc moral, mais là on aurait tout aussi bien pu d'ailleurs dire que l'être humain vit comme un être de devoir, comme un être moral, comme un être éthique, alors que le règne animal, par exemple, dans le monde vivant, il y a les animaux, n'obéit pas à des normes morales. Donc là encore, vous pouvez réintégrer une réflexion sur la morale à votre devoir. Donc ça vous aide à pas faire des devoirs trop courts. Ok ? Bien entendu, faut pas hésiter à jeter aussi une fausse bonne idée. Vous êtes bon sur la démonstration, mais ici, par exemple, la démonstration, ça marchait pas du tout. Enfin, sauf si vous arrivez à me le démontrer, mais je ne vois pas forcément en quoi la notion de démonstration, par exemple, pouvait s'insérer dans ce sujet. Donc à ce moment-là, on laisse tomber, ça serait hors sujet, là, pour le coup. Il faut essayer de même, à partir de tout ce que vous savez et qui peut avoir trait à ce sujet, d'essayer de repérer toutes les références, toutes les distinctions conceptuelles qui peuvent ici venir à propos dans ce sujet. Donc vous avez un autre brouillon à côté, hein, à côté de l'analyse proprement dite du sujet, dans lequel vous faites le répertoire en fait des choses que vous pouvez connaître. Je pense au cinéma, par exemple, ça peut être aussi bien analysé, ça peut être une excellente référence. Si vous avez déjà vu le film de Truffaut, L'Enfant sauvage, vous pouvez ici, peut-on vivre sans culture? Il y a beaucoup de choses à pouvoir interpréter à travers ce film.
Vous avez aussi le texte de Léris, vous savez qu'on a fait dans le cours sur la culture, où il vous explique en gros qu'aucune communauté humaine n'existe sans transformer son propre corps. Hein. Aucune communauté humaine ne laisse son corps à l'état de nature, ne se transforme. Donc en fait, l'homme est par essence un être culturel. Peut-on vivre sans culture? En tout cas, l'homme dès lors qu'il vit est un être qui transforme sa nature. En ce sens, l'homme ne peut pas vivre sans culture. Je pense aussi à Kant, Réflexion sur l'éducation. Vous savez, où il vous explique que l'éducation, c'est quoi? C'est une discipline plus de l'instruction. C'est un texte qu'on a vu aussi. Lui, il peut aussi trouver sa place là. On a aussi un texte, et là je fais exprès, je prends un texte de Kant qu'on a fait dans la culture, et un texte qu'on a fait 3 ou 4 mois plus tard dans le sujet. Hein, posséder le jeu dans sa représentation. Vous vous rappelez, il vous dit que ce pouvoir élève l'homme au-dessus des autres êtres vivants. Donc par là, il est une personne. Donc pour vivre comme personne, le langage et la pensée qui s'expriment à travers la possibilité de dire je est quelque chose qui fait de l'homme un être à part. Et donc, peut-on vivre sans culture? Vivre comme personne? Non. Puisque là, le recours au langage, le recours à la pensée est quelque chose qui va être le propre de l'homme. Hop, du coup, je peux utiliser ce texte, alors même que ce texte n'était pas proprement répertorié dans le champ culturel. Je peux, si je fais bien le triangle que j'ai évoqué tout à l'heure, utiliser un point fort, une belle référence qui sera tout à fait valorisée par votre correcteur. Mais c'est pas obligé que ce soit des citations ou des références au texte. Vous pensez rarement à penser à toutes les distinctions que vous avez apprises dans l'année. Sur la vie, vous avez la vie comme le vivant purement biologique, hein, et puis il y a le vie comme pleinement accompli. Vous l'entendez dans le langage humain. On vous dit, vous allez à une soirée, ah c'était comment hier la soirée? Ouais, c'était nul, c'était mort. Bah, on espère bien quand même que les gens n'étaient pas biologiquement morts, sinon c'est vrai, effectivement un petit peu triste. Ce qu'on veut dire, c'est que il n'y avait pas la vie telle qu'on l'attend pour que les gens soient heureux et libres. D'accord? Et en ce sens, c'était mort. Hein, donc là, vous utilisez la distinction bios-zoé, et si vous la connaissiez pas en tant que bios et zoé, parce que ce sont des termes grecs, vous pouvez au moins la construire vous-même on dit d'une plante qu'elle est vivante, on dit d'un homme qu'il est vivant, mais on ne le dit pas en même sens, parce que l'homme existe, en plus que d'être simplement dans ses fonctions biologiques valides. Par exemple, on pourrait dire que Michael Schumacher aujourd'hui, malheureusement, est-ce que c'est une vie? Il est biologiquement vivant. En revanche, on peut penser qu'il ne peut plus s'accomplir pleinement comme sujet. Je pense aussi aux références à Darwin. Vous avez aussi suivi un enseignement scientifique. Et peut-on vivre sans culture? Normalement, de par l'évolution des espèces, l'homme est le produit culturel d'une évolution biologique où l'homme qui était purement naturel. Donc à un moment, la vie, le concept même de vie au sens biologique, peut tout à fait advenir, sans le concept de culture. En tout cas, la vie réelle, elle, s'est développée sans qu'il y ait eu de culture. Et la culture est apparue à partir du naturel. Donc vous pourriez utiliser là encore une référence à Darwin. Faut élargir vraiment le champ des choses qui vont vous permettre après de nourrir votre dissertation, sous réserve que vous ayez un bon squelette, et c'est ce que vous avez normalement travaillé avec les concepts. Enfin, dans le cours sur la technique, qui fait partie du bloc culture, vous vous rappelez qu'on a vu Hans Jonas. Hans Jonas qui nous prévient des dangers de la technique. L'homme a la possibilité de détruire la planète. Alors ça c'est très intéressant parce que l'homme peut-il vivre sans culture? Si vous avez fait le travail sémantique, l'antonyme de sans, c'est avec. Peut-on vivre avec la culture? Et si par culture on entend la domination de la nature, peut-on vivre avec une domination absolue de la nature? Peut-être qu'autrefois, du temps de Descartes, lorsqu'il disait l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature, quand Descartes le dit, les ressources naturelles sont infinies. Il n'y a pas ce problème de pollution. Au contraire, la nature est hostile. À l'époque de Descartes, l'âge moyen d'espérance de vie, c'est 27 ans. 27 ans. Ça veut dire que les maladies, les choses comme ça, font que l'homme meurt. Et donc, dominer la nature devient un facteur de vie. Mais à notre époque, à nous, cette domination effrénée de la nature, domination technique, qui pollue, est quelque chose qui a constitué notre culture. Mais est-ce qu'on va vivre avec une culture comme ça? Est-ce que l'humanité, après s'être construite par la culture, ne se détruirait pas par la même culture, par la domination technique? Ne faut-il pas repenser le concept de culture? Donc du coup, vous pourriez faire une troisième partie, par exemple, en disant, peut-on vivre avec cette manière de penser la culture comme domination de la nature? Mais peut-être que non. Et donc là, vous introduisez une belle référence à Jonas,
et vous retournez un petit peu le sujet tout en le traitant. Et donc ça serait très bien. Ce que je veux dire, là, je prends des exemples qui me sont venus moi de référence, mais on n'aura peut-être pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes points forts, pas la même culture. Et c'est à vous d'imaginer très largement, à travers tout le programme, et même plus largement même que l'enseignement philosophique, à travers ce que vous savez en histoire nationale, ce que vous savez en plein de champs, tout ce qui peut venir pertinemment nourrir votre dissertation. Une fois que donc vous avez un peu repéré tout ce qui allait pouvoir entrer comme matière dans votre devoir, il s'agit bien sûr d'organiser votre plan. Donc là, rapidement, j'en propose un. Vous pourriez commencer par exemple par dire que l'homme parvient à dominer un environnement hostile par la culture, où vous entendez ici plutôt la culture au sens 1, c'est-à-dire ce qui va permettre à l'homme de s'affranchir de la simple naturalité et de dominer ses besoins naturels. C'est-à-dire, je pense à la technique et au travail. Hein, grâce à la technique et au travail, les besoins de l'humanité sont garantis. Et certes, la culture est apparue, ou la vie, le vivant en tant que biologique, il est apparu sans la culture. Hein, là, on prend la référence à Darwin. Mais à partir du moment où l'humanité s'est constituée, s'est développée biologiquement au départ, elle continue d'évoluer culturellement. Et à ce moment-là, elle a besoin de processus comme l'agriculture, par exemple, pour pouvoir remplir ses besoins les plus immédiats, se protéger du froid. Et en ce sens, l'homme ne peut vivre que par la culture. Transition, mais c'est surtout par le fait que la culture permet à l'homme d'avoir une conscience de soi, conscience de sa mort, conscience de lui-même tout simplement, qui fait que l'homme ne peut vivre sans culture, il ne peut vivre comme proprement humain, et là on change de sens de vie, hein, c'est plus une vie biologique, qu'avec la culture, on change là encore aussi le sens du mot culture, puisqu'il s'agit plus de la culture ici comme développement individuel au contact des œuvres et des humanités. Là, la référence, on peut prendre Hegel, par exemple, là, la conscience de soi par la culture. Rappelez-vous de ce texte sur le caillou où l'enfant jette dans une mare des pierres et il contemple le cercle, il prend conscience de soi par l'action qu'il a sur la rivière. On peut reprendre le texte de Kant que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, il y a beaucoup de références où on peut utiliser tout ça. Aussi la référence à la liberté, aussi pas la culture donne de la liberté, c'est par la liberté que l'homme s'accomplit véritablement comme humain, donc l'homme ne peut vivre comme personne, comme pleinement humain que par la culture. Donc ça c'est la deuxième partie. Et enfin dans une troisième partie on peut tenter un renversement, si c'est bien avec la culture que l'homme s'est développé, si en ce sens il ne peut pas vivre sans culture, est-ce que la modernité ne nous fait pas revoir ce jugement? Est-ce que la culture pensée comme domination de la nature ne le fait pas aller à sa perte? Et d'où la nécessité peut-être de repenser la culture humaine de manière urgente, comme un accord plus profond avec la nature, et non pas comme une domination de celle-ci. Sinon, c'est par la culture que l'homme s'est affranchi de la nature, mais c'est aussi par une culture mal comprise aujourd'hui que l'homme pourrait aller à mort. Une fois que vous avez fait toute cette analyse au brouillon, vous pouvez passer à la rédaction de l'introduction. Vous rédigez l'introduction au brouillon de manière exhaustive, mais je vous conseille de ne la recopier qu'au bout de 3 heures, quand vous avez 3 heures, 3 heures et demie, quand vous avez suffisamment avancé votre devoir. Vous laissez juste la place, en général c'est à peu près une page, hein, ou un peu moins, et vous pouvez ainsi modifier légèrement votre introduction à l'aune de ce que vous avez pu découvrir dans votre réflexion. Par exemple, si vous changez légèrement votre plan, vous pouvez annoncer le bon plan. D'accord, c'est une petite astuce qui est pas inutile. Vous commencez par une accroche qui a pour fonction d'expliquer pourquoi c'est cette question que vous allez traiter et pas une autre. Vous allez voir sur des exemples. Ensuite, la problématique qui déplie ce que votre question porte en elle de problématique pour le coup. Et le plan qui est une stratégie de résolution du problème. Prenons 2 exemples. Une œuvre d'art sert-elle à quelque chose? Une œuvre d'art sert-elle à quelque chose? Donc on a analysé le servir à, être utile à, et là évidemment le problème c'est que d'un côté on peut y voir une utilité, puisqu'elle sert à plein de choses dans la vie, et en même temps sa fonction première c'est avant tout d'être inutile puisqu'elle vise le beau et non l'utile. Donc on a 2 principes qui vont s'opposer, les 2 principes vont structurer notre problématique. Pour faire une accroche, on peut prendre une citation littéraire ici, Théophile Gautier, qui dit « Tout ce qui est utile est laid ».
Donc ça nous permet de dire pourquoi on se pose cette question. Donc là, dans une première phase, l'accroche, on va expliquer pourquoi la question se pose. Dans sa préface de Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier déclare « Tout ce qui est utile est laid. Si on caractérise l'œuvre d'art comme un bel artefact, c'est-à-dire une production humaine qui a la propriété d'être belle, on est conduit à affirmer qu'une œuvre d'art ne sert à rien, qu'elle ne peut précisément exister dans sa fonction esthétique qu'en s'affranchissant de l'ordre de l'utile. Mais alors pourquoi certains affirment par ailleurs une utilité supérieure de l'art? Une œuvre d'art sert-elle à quelque chose? Vous voyez qu'ici, on finit ce qui est en gras par la question de notre sujet, la question, et pas le problème, hein, et que c'est seulement par la suite qu'on déplie dans la deuxième partie de l'intro le problème. Alors, répondre à une telle question n'est pas simple. Donc j'introduis le problème justement en disant que c'est ce qui fait que c'est pas simple. Un problème philosophique, c'est qu'est-ce qui fait qu'une réponse à une telle question n'est pas simple. En effet, si l'essence de l'œuvre d'art en dehors, si l'essence de l'œuvre d'art la place en dehors de la sphère des choses utiles, comment envisager les fonctions sociales, morales, politiques de l'artiste et de ses œuvres? Donc ici, il y a deux principes, hein, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a le principe 1 qui est l'œuvre d'art vise non pas l'utile mais le beau, et le principe 2, c'est qu'elle a bien des fonctions dans la société, donc en ce sens, elle sert à quelque chose. Principe 1 s'oppose à principe 2, et la problématique, c'est une opposition de principe. C'est pas une opposition entre le oui et le non. C'est le principe qui sous-tend le oui, qui s'oppose au principe qui sous-tend le non. Pour surmonter cette difficulté, et bien là on donne une stratégie, on donne le plan comme stratégie de résolution du problème. Il faudra dans un premier temps envisager en quoi la fonction esthétique de l'œuvre se distingue d'une fonction utilitaire. Un second temps de l'analyse consistera à dégager ce à quoi une œuvre peut servir sur le plan politique, moral, cognitif, en dehors d'une utilité pour les besoins humains immédiats. Le dernier temps de l'examen consistera en adoptant un point de vue plus métaphysique, à mettre en avant la véritable fonction de l'œuvre d'art. Bon, désolé pour ma lecture. De toute façon, vous mettez pause sur la vidéo et vous pouvez tranquillement la relire et même regarder le cours puisque je crois qu'il vous a été envoyé par PDF. Et vous pouvez regarder un petit peu plus en détail comment était structuré le plan et comment on en est venu à cette introduction. Deuxième exemple. Peut-on se passer de religion? Là, on va faire une accroche non pas sur une citation littéraire, on va partir d'un événement du monde. Le but est le même, c'est de se dire pourquoi on ne s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, peut-on se passer de religion? Pourquoi on se pose la question? Pourquoi c'est cette question et pas une autre? Alors évidemment, vous, le jour du bac, pourquoi vous répondez à cette question? Parce que c'est celle-là qu'on m'a posée. Certes, mais vous devez, votre travail, c'est justement de faire comme si cette question était la plus pertinente. C'est celle-là qui est intéressante. D'accord? Et pourquoi c'est celle-là qui est intéressante? Parce qu'on a vu une chose du monde, une citation qui nous a donné envie de se pencher sur cette question. Donc là, par exemple, je prends un événement, une bagarre qui a eu lieu là en 2008. C'est marrant. Il y a les images sur YouTube. C'est assez pathétique d'ailleurs. Vous voyez une bagarre de religieux. En novembre 2008 à Jérusalem, lors d'une messe donnée au Saint-Sépulcre, des échanges de coups entre des popes grecs orthodoxes et des prêtres arméniens ont eu lieu, dont les images ont fait le tour du monde. Signe visible de l'intolérance des religieux entre eux, de l'incohérence de leurs actions et de leur message de paix, la scène a donné des armes à ceux qui pourfendent la religion comme une chose inutile, voire nuisible. Pour autant, peut-on se passer de religion? Donc là encore, on finit par l'énoncé exact de la question telle qu'elle nous a été posée et on la met à la virgule près. C'est qu'après qu'on peut la déployer et là, libre à vous, vous pouvez dégager de cette question tout un ensemble de choses que vous y voyez. Notez qu'ici, on n'a pas défini la religion encore, on va la définir dans la problématique. S'il est évident que les différentes formes que prend la religion semblent opposer les hommes, celle-ci est avant tout ce qui les relie, comme nous le rappelle l'étymologie latine, religare, relier. Elle est l'ensemble des croyances, dogmes et pratiques de culte qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré ou la divinité. Elle est aussi le siège de règles morales qui prescrivent à l'homme sa conduite. On peut certes avoir envie de se passer d'elle en vertu de son irrationalité.
de la pression qu'elle peut faire peser au niveau social, mais il faudra alors trouver ce qui peut prendre sa place. La raison peut-elle à elle seule répondre aux angoisses de l'homme et à son désir de fondement? Et donc là, on a montré pourquoi c'était pas simple de dire simplement oui ou non. Peut-on se passer de religion? Dans l'accroche, on a dit pourquoi on s'est réveillé un matin en se posant cette question. On s'est réveillé un matin parce que on a vu une vidéo sur YouTube qui nous a donné envie de poser cette question et pas une autre. Ensuite, on a expliqué pourquoi cette question était problématique. Dans la problématique, on a glissé, regardez, tout à l'heure on a glissé la définition plutôt dans l'accroche, là on l'a glissé dans la problématique. C'est un choix et on a même mis une mention étymologique dans ça. Donc quand on dit, souvent en fait les élèves on leur dit de chercher les définitions, mais c'est pas essayer de les fondre élégamment à votre intro. Souvent vous dites le travail c'est ça, la technique c'est ça, et ensuite donc c'est un petit peu scolaire. Vous pouvez tout à fait, une fois que vous avez défini les termes, de glisser habilement les définitions dans votre introduction. Sans forcément dire la définition c'est ça, la définition c'est ça, c'est un peu scolaire. Enfin, vous avez ici, comme tout à l'heure, l'annonce du plan, qui est une stratégie, hein, c'est pas un plan tiroir, c'est une stratégie de résolution du problème. Pour examiner le problème, il faut dans un premier temps voir pourquoi on pourrait, et même on devrait, se passer de religion. S'il s'avère que l'entreprise n'est ni totalement possible, ni finalement souhaitable, on sera conduit à examiner la compatibilité de la raison et de la foi dans l'organisation de la vie humaine. La troisième partie de notre examen fera signe vers un dépassement de la religion qui maintienne un rapport au sacré sans la tutelle d'une église. Notez une chose, c'est que dans l'annonce de la deuxième partie, on maintient le suspense. Au lieu de dire on fera ça et on fera ça, on dit dans le 1, on commencera par faire ceci. Et si dans le 2, on découvre ceci, alors on devra plutôt dans le 3 faire ça. Alors, évidemment, c'est rhétorique, puisque en disant si on découvre ceci dans le 2, on se doute bien que c'est ça qu'on va découvrir. C'est un peu comme un teaser un teaser de série télé, là. On vous montre quelques images, on se dit, tiens, c'est ça. Et on vous dit pas tout, comme ça, on donne envie au lecteur d'aller voir, et en même temps, il sait où il va. Voilà, donc c'est une petite astuce pour annoncer la deuxième partie, de dire, si dans la deuxième partie il y a ça, alors il faudra faire une troisième.